Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. C'est bon, j'ai eu 8 secondes de craquage. Ça va, c'est bon. C'est parce qu'aujourd'hui on va parler de Cobra Kai. La série Netflix. Bon là-bas c'était sur YouTube, YouTube Premium. C'est passé sur Netflix. Et là il y a la saison 4. Je viens de me l'enquiller la saison 4 tout le week-end. Donc là on va en parler. Donc comme d'habitude. Là je sortis la vraie caméra pour faire genre c'est une vraie vidéo. Mais sors ton café. J'ai rien écrit, on va juste parler de la série. Sors ton café, mets tes pantoufles, gratte-toi les couilles comme d'habitude. Et puis on va kiffer pendant je sais pas combien de minutes, mais on va parler de cette série parce que voilà, c'est trop cool. Oui. Alors déjà, on va pas tortiller du cul pour chier droit, j'ai envie de te dire. J'adore cette putain de série Cobra Kai. Et pourtant, à la base, je suis pas du tout un fan de Karate Kid. Karate Kid, c'est pas ma génération, c'est la génération un peu avant, hein, parce que ça date des années 85, j'étais pas né. Tel un poisson, poisson pas né. Putain, je te fais des blagues, mets un pouce bleu si t'as rigolé à cette blague de merde. Mais bien sûr, parce qu'elle est excellente. Bref, bon, évidemment, j'ai vu Karate Kid quand j'étais petit, hein. Je crois que j'ai vu les trois premiers, parce que je crois qu'il y en a 4 ou 5 des Karate Kid. Je sais il y en a un où c'est une fille, c'est Hilary Swank, qui remplace Daniel San. Voilà, j'ai ma petite culture Karate Kid, mais ça a jamais été, j'ai jamais fait partie de mes références, à part le premier, que je m'en souviens plus ou moins bien. Les deux autres, j'ai oublié, je sais qu'il y en a un qui va au Japon, mais c'est tout. Bref, donc Karate Kid de base, c'était pas spécialement ma cam, ça faisait pas du tout partie de mes références. Mais, par curiosité, parce que j'ai entendu plusieurs de mes potes me dire, hey, regarde Cobra Kai, tu vas voir, c'est incroyable. J'ai regardé la première saison de Cobra Kai et j'ai été embarqué dedans, mais j'ai dit, mais oui! Mais c'est ça qu'on veut en fait! Putain, ça me manque les séries comme ça me manquait! Les séries ambiance années 80, tu sais, pourquoi? Parce que les années 80, je les ai pas connues, comme je te le disais. Mais j'aime bien les programmes de cette époque, parce que c'est des époques où on se prenait pas la tête. On n'était pas en mode, oui, on va déconstruire, non, 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 ta gueule! Fais kiffer les gens! Fais kiffer les gens! Raconte-nous des trucs qui nous touchent, certes, des trucs pertinents, certes, mais surtout, fais-nous kiffer. C'est le plus important, c'est la kiffance. Je sais que c'est lamentable de dire ça, je sais que ça peut sembler médiocre, mais moi j'adore. J'adore kiffer. Donc fais-moi kiffer, raconte-moi des histoires peut-être pas très élaborées, mais qui sont sincères et qui sont touchantes. Voilà, dans cette première saison de Cobra Kai, il y avait dans cette première saison, en tout cas dans cette série, il y a cette ambiance, vas-y, on va te raconter un truc que t'as déjà vu 100 fois. Mais on va te le raconter avec sincérité, on va te le raconter avec l'envie de te faire kiffer, et ça fonctionne. Cette série, elle me met de bonne humeur, et parfois même ça m'a surpris, parfois j'ai eu de l'émotion dans cette série. Franchement, cette série, elle est incroyable. Si vous connaissez pas Cobra Kai, et même si vous avez jamais vu les films Karate Kid, bah les couilles, regardez Cobra Kai, putain, c'est un concentré de kiffance. Voilà, oui. Bon, je résume vite fait pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Cobra Kai. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Johnny Lawrence, qui était le méchant, le rival dans le premier Karate Kid. Et on le voit 30 ans plus tard. Et on voit que le gars, c'est devenu un petit entrepreneur un peu raté, qui retape les baraques, voilà, qui a divorcé, qui est à moitié alcoolo, qui perd son job, qui perd son taf. Et puis il dit, putain, ma vie, elle part en couille. Pendant que mon rival du lycée, si tu veux, Daniel Larousseau, c'est devenu la star du bled, si tu veux. Le gars, c'est un concessionnaire pété de thunes, il continue à faire du karaté, il a tout réussi dans la vie, depuis qu'il m'a battu. Moi, j'ai tout raté depuis qu'il m'a battu. En fait, le gars, depuis le lycée, il a pas tellement évolué, si tu veux. Et il se dit, putain, faut que je reprenne ma vie en main. Il dit, vas-y, nique sa mère, je vais remontrer le dojo Cobra Kai, qui était le dojo des méchants dans l'univers de Karate Kid. Et du coup, il remonte le truc là, et il rencontre un petit Mexicain. Il est pas mexicain, il est équatorien, je crois. Son petit voisin Miguel, qui se fait emmerder à l'école, et du coup il le prend sous son aile, il lui apprend le karaté Cobra Kai, et puis petit à petit il monte un dojo avec tous les losers en fait, du lycée, du collège, tout ça, rejoignent Cobra Kai, et il dit vas-y, je vais vous apprendre à vous endurcir, on vit dans une époque de mauviettes, qui est paradoxalement encore plus cruel qu'avant, parce qu'il y a les réseaux sociaux, les moqueries, tout ça, et ben moi je vais vous apprendre à redevenir dur pour faire face à l'adversité et aux difficultés de la vie. Et dans cette série, dans les premières saisons, il y a vraiment ça comme message, le côté vas-y, en fait, peu importe ton passé, tu peux toujours reconstruire et aller de l'avant en essayant de te dépasser et de briser tes limites.
et en essayant de te renforcer. Et de se renforcer, faire du karaté. En plus, ça fait une promotion du karaté. Je te jure, après ta série, t'as envie de t'inscrire au karaté, en vrai. Je te jure, je vais pas y aller, mais franchement, j'ai envie. Qui te dit, voilà, à travers le sport, tu peux trouver une discipline qui peut te permettre d'avancer dans la vie. Voilà. Et ça, c'est un bon message. On est presque sur du Rocky, là. On est sur du Rocky, carrément. Et c'était génial, un espèce de Rocky adolescent, sous fond de karaté, et un peu de nostalgie. Franchement, c'est vraiment une très bonne série, je t'invite à la regarder. Bon, là, on va surtout parler de la saison 4. Alors, la saison 4, bon, je vous rappelle l'histoire, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y a le... Comment il s'appelle Sensei Kreese. C'est-à-dire le sensei un peu méchant, un peu bad guy des premiers Karate Kid, qui est revenu, qui a évincé Johnny Lawrence de la direction de Cobra Kai, et puis qui reforme les Cobra Kai un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire juste des élèves gentils, mais forts et capables de se défendre, il en fait plus ou moins des Kaira, en fait. Il en fait des connards, il dit ouais, pas de pitié, n'ayez aucune limite, la vie c'est dur, soyez des bâtards, c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Donc il est en train d'en faire des méchants, ce qui force Johnny Lawrence à s'allier avec Daniel San, enfin Daniel Larousseau, pour former un espèce de dojo commun entre l'Eagle Fang, c'est-à-dire l'aigle venimeux en français, ce qui ne veut rien dire, mais l'Eagle Fang non plus ne veut rien dire, mais Eagle Fang c'est un peu plus stylé que aigle venimeux, ça fait vraiment nanar, mais bon c'est pas grave, et le Miyagi-Do, pour que les trois écoles s'affrontent dans le tournoi annuel de karaté de Owl Valley, et le gagnant, les perdants plutôt, devront fermer définitivement leur dojo. Bon, c'est un peu ça l'enjeu. Voilà, donc je pense que de toute façon, si tu regardes cette vidéo, tu connais déjà les grandes lignes de Cobra Kai, donc on va pouvoir enchaîner un petit peu sur ce que j'ai pensé de cette saison 4. Oui. Alors, pour être totalement honnête, j'ai kiffé cette saison 4 parce que je kiffe toute cette série, mais je trouve qu'on est presque, et je dis bien presque, à peut-être la saison de trop. La saison de trop, pourquoi je dis ça? Alors il y a toujours des qualités indéniables à la série, mais en fait les qualités ça commence à devenir un peu toujours les mêmes. J'ai l'impression que depuis le milieu de la saison 3 et toute cette saison 4, on tourne un petit peu en rond niveau enjeu en fait. Parce que les enjeux sont toujours les mêmes. J'ai l'impression qu'on tourne en boucle. C'est-à-dire que dans la saison 1, l'enjeu c'était Miguel qui devait s'émanciper un peu de sa mère, de gagner en assurance, voilà, bref, il a gagné ça. Et la saison 3, c'était que des histoires de couple qui tournent un peu en rond, des histoires de relations, de jalousie, de triangles amoureux, de figures paternelles qui se croisent, se mélangent, s'affrontent. En fait, c'est la même chose, en fait. Les enjeux de la saison 3 n'ont pas changé. Dans la saison 4, c'est exactement les mêmes. Et c'est toujours traité, même si les événements sont différents, en réalité, c'est toujours traité de la même façon. Alors, on nous fait croire que Daniel San et Johnny Lawrence vont enfin faire la paix, entériner les rivalités passées et avancer main dans la main pour débarrasser la vallée de Cobra Kai. Bon, et ben une fois de plus, comme à chaque fois, il y a un prétexte à la con pour qu'ils se disputent. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et la leçon, et à chaque fois en fait c'est pareil, là la leçon qu'ils apprennent c'est que oui finalement il faudrait peut-être laisser les jeunes mélanger leurs deux techniques, du coup vas-y on continue à faire la paix, on se retend la main et on va avancer ensemble, sauf que ça fait 4 saisons que vous nous faites le coup en fait. À chaque fois, bon le sujet est différent, mais la brouille c'est pareil, ils n'arrivent pas à oublier le passé, ils sont toujours en mode se disputer parce qu'il s'est passé 35 piges avant, j'ai envie de dire ok c'est une histoire, mais au bout d'un moment... Mais moi, j'ai déjà eu des embrouilles dans ma vie, mais si je recroise un mec avec qui je me suis bastonné il y a 20 ans, tu crois que je vais être encore en mode je lui en veux? Surtout si j'ai gagné en plus, c'est ça le pire. Tu crois que je vais encore mettre en mode ressentiment? Je fais bah c'est bon, on était des gamins, vas-y on passe à autre chose, tu veux une bière, tu veux un café, tu veux quoi? Bon voilà. Donc au bout d'un moment, tu fais ça saison 1, saison 2 ça passe, mais au bout d'un moment, continuez encore sur cette brouille. Eh les mecs ils ont 50 piges quoi. Donc les enjeux, c'est de savoir tout le temps, est-ce qu'ils vont se réconcilier? Oui, ils vont se réconcilier, mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se réembrouiller? Franchement, ça commence à être un petit peu relou, il serait peut-être temps de passer réellement à autre chose. Ce qui semble être amorcé pour la saison 5 d'ailleurs, on y reviendra. Pareil au niveau des ados en fait, parce qu'il y a encore ces histoires de triangles amoureux, ces intrigues amoureuses qui étaient intéressantes au début, mais qui commencent à devenir un petit peu saoulantes. Parce que en fait... Cobra Kai, on va pas se mentir, c'est quand même une série cousue de fil blanc. Chaque fois qu'il y a un twist, chaque fois qu'il y a un truc, t'es là, ouais, en fait c'était obligé, mais t'es content de le voir, parce que tu dis, ah trop bien, ils ont fait ça, tu vois.
Mais là, à force de faire ça tout le temps, sur des sujets comme ça, c'est un petit peu relou. Voilà, il y a la valse des couples, genre à un moment, il y avait... Comment il s'appelle? Toby, non? C'est Toby qui s'appelle, le fils de Johnny Lawrence? Non, Tony? Toby? Putain, comment il s'appelle ce con? J'ai oublié. Si, Toby, c'est Toby Keane, c'est ça? Bref, tu me corrigeras dans les commentaires, je crois que c'est Toby Keane, qui va chez Miyagi-Do, qui est entraîné par Daniel San, donc qui trouve, qui est à la base le fils de Johnny Lawrence, hein, qui l'a abandonné plus ou moins à la naissance, bref, il est en froid avec son père, qui trouve une figure paternelle chez Daniel San, ce qui emmerde Johnny Lawrence, et du coup, ils vont se brouiller autour de ça, ce qui fait que finalement, par une série de quiproquos, Daniel San va faire la gueule à Toby, ou Tony, je sais plus, bref, tu t'en fous, au fils de Johnny Lawrence. Et du coup, ça va relancer une autre série d'intrigues pour revoir s'il va se faire pardonner, revenir du bon côté. Voilà, on a déjà vu ça. Et là, ils ont fait pareil avec Miguel cette saison. C'est-à-dire que, avec Miguel et la fille, j'oublie comment elle s'appelait, c'est Samantha, je crois que c'est ça. J'oublie les prénoms, j'ai du mal avec les prénoms. Avec la fille de Daniel San. Là c'est pareil, sauf que là Miguel il commence à se rapprocher de Daniel Larousseau. Du coup, Johnny Lawrence il est jaloux parce qu'il voulait être sa nouvelle figure paternelle pour se rattraper de la figure paternelle qu'il n'a pas pu être avec son fils. Et en même temps, Daniel Larousseau il est jaloux parce que sa fille se rapproche du karaté de Cobra Kai, qu'il n'arrive pas à la gérer. Du coup, ils se disputent. Bon. En fait, c'est les mêmes trucs que dans la saison 3, c'est un petit peu relou. C'est un petit peu relou, ça manque un peu de nouveauté. Même le personnage que j'adore, le personnage de Hawk, l'aigle, ils l'ont appelé l'aigle en version française, le mec avec sa crête et sa cicatrice de bec de lièvre, ce personnage est incroyable. Mais le problème, c'est que dans cette saison 4, ils ont rebooté son histoire. Enfin, rebooté, façon de parler. C'est-à-dire que dans cette saison 4, vas-y, à un moment donné, il s'est chopé par les Cobra Kai, il lui rase sa crête et du coup, il perd sa confiance en lui. Et après, il retrouve sa confiance en lui et il redevient l'aigle. Bah, d'accord, mais c'est ce qu'on a déjà vu dans les 3 premières saisons, en fait. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de nouveauté. En fait, je crois qu'il faut prendre la saison 3 et 4 comme une seule saison, en fait, comme une espèce de boucle, une espèce d'arc narratif qui tient sur 2 saisons, en fait. Parce que, en fait, j'arrête pas de dire en fait, je suis désolé, ça nous emmène pas bien loin tout ça. Je trouve qu'en termes d'enjeu, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait, en termes d'enjeu, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond et on attend un petit peu de nouveauté. Pareil, l'histoire avec le jeune Renoir, là, comment il s'appelle? J'oublie son nom, jeune Renoir, je vais l'appeler le jeune Renoir. J'ai le droit de l'appeler Renoir, parce que, voilà, Bissona Bisso, toi-même tu sais. Je sais pas pourquoi je te sors ça. Le jeune Renoir, là, qui se fait emmerder par le fils de Daniel San, je suis désolé, mais les scènes qu'on voit où il se fait un petit peu bolos, un petit peu emmerdé, c'est les mêmes scènes que dans le premier Karate Kid, en fait. Donc qu'est-ce que tu racontes? Le concept, c'est de nous raconter 36 000 fois la même histoire, sauf qu'au lieu de devenir le prochain Daniel San, le petit Renoir devient le prochain Cobra Kai, en fait. Mais à part ça, c'est tout. Donc, est-ce que cette histoire-là était super intéressante? Je ne sais pas. Alors, j'ai compris le propos derrière, en mode, oui, la discipline sans justice, c'est de la merde, tu vois. Faut de la discipline, d'ailleurs, faut de la force, mais être capable de retenir son bras quand il faut. Voilà, je comprends le délire. Que le fils de Daniel San, il croit que c'est le pape. D'ailleurs, faut qu'on en parle de cette bande d'harceleurs, mais Eco Plus! On en parle de la bande au fils à Daniel San. Le chef de la bande, c'est un petit blond comme ça, qui est haut comme 3 bites à genoux, avec une touffe comme ça. Mec, ce mec-là, jamais, c'est un chef de bande. Hein. Mais jamais, pas crédible une seconde. En plus, il bolosse un Renoir. Non mais, qu'est-ce que tu racontes? Veut dire, un Renoir de la street, hein. Son père, il est militaire, son frère, il est en prison, il se fait bolosser par Timothée avec les cheveux blonds, qui est mec comme ça, qui a un t-shirt Spider-Man. Mais jamais ça arrive, ça. Quand j'ai vu cette scène dans la série, je suis genre, ah, c'est lui le leader. Sans déconner, c'est lui le leader. Là, aucune crédibilité, le truc, franchement, c'était ça votre leader. C'est ça, la brute du quartier, c'est ce truc-là. Putain, mais même moi, à 5 ans et demi, je lui mettais 2 gifles, il tombait par terre. Le gars, qu'est-ce que tu me racontes? N'importe quoi. Enfin bref. Donc on comprend le délire qu'ils veulent faire, puis il y a encore ce délire de parallèle, parce qu'après, le Toby Keane, il veut devenir le mentor du petit Renoir, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, donc je vais l'appeler le petit Renoir. Du petit Renoir, et le petit Renoir, il tourne mal, du coup, tu vois. En fait, on te raconte toujours la même histoire, mais avec différents personnages. Et c'est un petit peu relou à force, je trouve.
Ouais, j'ai pris 10 minutes pour t'expliquer ça, mais voilà, fallait des exemples. Oui. Ceci étant dit, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans cette saison, notamment sur le développement des méchants. Les méchants sont assez bien développés, comme la méchante. J'ai oublié son nom à la méchante, je suis désolé. Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Bon, j'ai été voir sur la page Wikipédia. Bon, alors déjà, le gars s'appelait Robikin. Bon, c'était pas loin de Toby. Et la meuf, elle s'appelle Tori. Voilà, donc Tori, la méchante. Bon, alors d'ailleurs, on va en parler de ça. On est d'accord que tous les acteurs qui jouent des lycéens, ils ont 25 ans. Parce que si tu me fais croire que la Tori, elle a 15 ans... Ah, je te crois pas, je te crois pas. Je te crois pas. Elle fait pas 15 ans, c'est pas possible. Elle en a 25. Tu le sais très bien, elle en a 25. Enfin bref. J'ai bien aimé ce développement de personnage parce qu'il y a, y a un sous-texte qui est assez sympa dans Cobra Kai, c'est le côté un peu lutte des classes. J'aime bien ça. Genre, les gentils sont gentils finalement parce qu'ils ont eu une vie plus ou moins facile, alors que les méchants... Alors, c'est pas le cas de tous les personnages, hein, mais, mais en tout cas, il y a cette opposition entre la Samantha... Je crois que c'est ça son nom. Hein. Attends, je re-regarde sur... Je suis désolé. Je viens de voir la série. Ouais, Samantha, c'est ça, Samantha. La Samantha, qui est la fille de Daniela Rousseau, qui est pétée de thunes, qui est toute gentille, toute mignonne, mais qui en fait est un peu une connasse au final aussi, qui a un peu un côté sombre. Et en opposition avec la meuf, tu sais, sa mère est malade, elle a pas de thunes, elle doit bosser et tout, elle en a marre, elle a une vie de merde. Donc du coup, elle devient méchante, elle a la rage parce qu'elle veut vraiment s'en sortir. Et l'autre, elle est toute gentille, bah, parce que c'est gentil d'être gentil, tu vois. J'ai bien aimé cette opposition. En mode, finalement, t'as peur de moi, parce qu'il y a eu un moment où elle avait peur de l'autre, parce que finalement, bah en fait, t'as tout dans la vie sans jamais te battre, t'obtiens toujours tout ce que tu veux, alors que moi, j'ai dû toujours me battre pour obtenir quelque chose dans la vie. Voilà, donc j'aime bien ce délire-là, en plus c'est fait avec plusieurs personnages, hein. Donc j'ai bien aimé ce petit côté-là dans la série. Et puis le développement des méchants est intéressant, parce qu'il montre en fait, finalement, que derrière chaque bâtard, ils sont pas tous que méchants. Il y a le côté déjà, la Tori, tu vois qu'en fait, elle a un petit côté gentil finalement, parce qu'en fait, elle a pas de chance. Et puis t'as aussi le Robikin, qui est là, qui passe du côté obscur, mais qui finalement arrive pas tout à fait à passer le pas en mode vas-y, mais évidemment que je vais m'en sortir tout seul, je deviens assez fort pour m'en sortir tout seul, mais ça veut pas dire que je dois écraser les autres, si tu veux. Ça, j'aime bien ce côté-là. Et puis il y a même Sensei Kreese, John Kreese il s'appelle, je crois, si je dis pas de conneries. Sensei Kreese qui a un petit cas de conscience, qui se rend compte que putain, peut-être que finalement tout ce temps-là, je me suis trompé. Alors bien sûr qu'il faut être puissant, il faut être fort, il faut être impitoyable, mais ça veut pas dire qu'il faut être déloyal, qu'il faut être mauvais, qu'il faut être fourbe. Il dit ça à la fin de la série, il fait vas-y, ne triche pas, fais comme tu le sens. Choisis ta propre méthode, choisis ta propre voie, je te fais confiance. Il devient un petit peu gentil, et ironiquement, au moment où il commence à prendre conscience qu'il veut devenir un petit peu gentil, même s'il a jamais été totalement méchant, il a toujours été plus ou moins impitoyable, mais il donne quand même des leçons de vie qui sont assez pertinentes quand il apparaît, quand il a des discussions avec ses élèves, il leur dit quand même des trucs qui sont pas cons du tout. Tout méchant qu'il est, tout salopard qu'il est, il dit des choses très intéressantes. Tout comme Daniel San et Johnny Lawrence disent des trucs très intéressants aussi. C'est ça que j'aime bien dans la série, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre. Il y a deux philosophies qui s'affrontent, mais les deux philosophies, même si elles ne sont pas forcément radicalement opposées, elles sont plutôt complémentaires en fait. C'est-à-dire que dans la vie, il faut essayer de maîtriser ses émotions, de ne pas se laisser emporter par la peur, par la colère ou quoi que ce soit, mais en même temps, il faut être capable, quand l'adversité se présente, il faut être capable de détruire cette adversité, de faire face à cette adversité. Et pour accéder à la sagesse, il faut être fort. Il faut avoir la force d'être sage. Et la sagesse d'être fort, en fait. Oh putain. Ouah, je vais écrire un bouquin, là, je viens de te sortir un truc incroyable. Donc j'aime bien cette philosophie de la série, je trouve ça très intéressant, et c'est plutôt bien exploité au travers des développements des différents personnages. Après, évidemment, les enjeux, comme je te le disais, sont un petit peu toujours les mêmes, les intrigues sont un petit peu toujours les mêmes et relancées un petit peu artificiellement, mais le fond est plutôt sympathique, en fait, et plutôt intéressant. C'est une série beaucoup moins conne qu'on pourrait le penser, je trouve. Et ça en dit beaucoup aussi sur notre époque et sur le décalage avec le monde d'avant, si tu veux. En quoi, ce qu'il y avait avant, dans le monde d'avant, il y avait des trucs qui n'étaient pas bien, mais il y avait quand même des trucs qui étaient bien. Notamment, cette apologie, entre guillemets, de la puissance, de la force. Il fallait chercher à être fort pour être cool à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, hein. C'est dire, plus t'es une victime, plus tu peux te mettre en avant, genre t'es une victime. Alors qu'en fait, tu gagnes rien à faire ça. En réalité, il faudrait un peu faire les deux. C'est-à-dire, à la fois devenir fort,
pour pouvoir un peu défendre des causes justes, si tu vois ce que je veux dire. Parce que, encore une fois, c'est bien d'avoir la sagesse et la gentillesse, mais si tu n'as pas la force à côté, bah ça te sert un petit peu à rien. Et pareil, si t'as la sagesse si t'as la force sans sagesse, bon bah t'es juste un connard en fait. L'idée c'est de trouver un équilibre entre ces deux extrêmes. Et je trouve ça très intéressant, encore une fois. Oui. Bon, après, il y a des trucs. Le problème, c'est pas un problème dans la série si tu veux, mais comment dire, on commence quand même à jouer beaucoup avec le fanservice. Bon, c'est le cas depuis la saison 1. Hein. Mais là, on fait revenir Terry Silver, je crois que c'est ça. Terry Silver, qui était un gros psychopathe dans les autres. Encore, je me souviens pas parce qu'on a vu les flashbacks. Donc apparemment, c'était un gros psychopathe. Il dit même, ouais, j'étais sous cocaïne, j'ai harcelé un gamin pour gagner un tournoi régional, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que quand il le dit comme ça, fait putain, en vrai, c'est vrai, l'histoire n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire, c'est des clubs de karaté local qui se battent pour de la merde. Ça n'a aucun sens, ça n'arriverait probablement jamais dans la vraie vie. Mais enfin bref. Et t'as Terry Silver qui du coup passe full Dark Vador d'un coup, tu vois. Il fait genre, ouais, je reviens, ouais, c'est vrai, tu m'as sauvé au Vietnam, je te dois une dette, machin, et puis à la fin, il fait, en fait, je te nique. Vas-y, je te fous en prison, je veux une crise, et c'est moi le vrai méchant maintenant. Par contre, c'est moi le true last boss, c'est-à-dire que je vais ouvrir des Cobra Kai partout. En fait, partout où vous irez, il y aura du Cobra Kai, je vais foutre la merde, je suis libre, je suis maléfique, j'ai plein de pognon, vas-y, on va tout niquer. Et qu'est-ce qu'il fait Daniel-san pour contrer ça? Il fait venir son pote du Japon, là. Enfin, son ancien rival du Japon qui est devenu son pote entre-temps. Donc là, on est un peu vraiment à fond dans le fanservice, genre, hey, il y aura un méchant. Parce qu'en fait, ils sont arrivés là. Fin de saison 3, putain, John Kreese est de retour, comment on va faire? Vas-y, on va allier Johnny Lawrence et Daniel-san. Bon, saison 4, il faut trouver un autre méchant, si tu veux. Hop, on ressort Terry Silver, et saison 5, il va falloir que John Kreese, Daniel San et Johnny Lawrence et le pote japonais s'allient pour défoncer Terry Silver. Ouais, pourquoi pas? Encore une fois, c'est un peu cousu de fil blanc cette histoire, mais j'ai envie de dire, why not? Why not, encore une fois? Donc je suis assez curieux. Il y a des chances que la saison 5 nous emmène vers d'autres horizons que vas-y on fait un tournoi, vas-y on apprend le karaté. J'aimerais bien que ça parte un peu ailleurs, même si le karaté ça reste le cœur, j'ai envie de te dire, de Cobra Kai, de la série, de l'univers. Ça serait bien qu'on parte un petit peu ailleurs. On voit Miguel de son côté qui se barre au Mexique pour essayer d'aller retrouver son père, et Johnny Lawrence qui part à sa poursuite pour essayer de le ramener. Bon, Daniel San qui fait ses bails de son côté. Donc on part peut-être vers autre chose qui pourrait être tout aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant que ce qu'on a vu là, parce qu'en fait, en plus on apprend que le Terry Silver, il a plus ou moins acheté l'arbitre pour laisser gagner Tori, donc on peut vraiment partir sur autre chose, explorer d'autres choses. Ce serait bien que toutes les rivalités qui ont été développées durant ces 4 premières saisons soient un petit peu bouclées, et qu'on parte réellement sur de nouvelles intrigues, sur de nouveaux enjeux, pas juste de savoir si un tel est vraiment gentil ou vraiment méchant, est-ce qu'ils vont pardonner, nanana. Vas-y, raconte-nous autre chose. Est-ce que tu veux partir sur un drama familial? Mais pars là-dessus, pourquoi pas? Et tu lui mets quelques bastons, très bien. D'ailleurs, on va parler des bastons. J'ai trouvé les bastons de cette saison 4, par contre, très très réussis. Hein. Bon, ils ont toujours été plus ou moins sympas, mais il y avait un petit côté amateur dans les combats. Ce qui était logique, parce que les mecs commençaient le karaté, et puis les gars, ils ont 50 piges, ils ont certainement pas pratiqué pendant toutes ces années avant de reprendre le tournage, j'en sais rien, j'imagine. Ils faisaient un peu raide du cul et tout. Là, les combats sont très très stylés, en vrai. Hein. Bon, c'est pas du karaté réaliste du tout. Hein, bon, je m'y connais pas, mais j'ai déjà regardé des vidéos de karaté, ça ressemblait pas à ça. Hein. D'ailleurs, même dans les règles du tournoi, ils font des coups au visage. Et il me semble que t'as pas le droit de frapper au visage au karaté. Hein. Dans les tournois de karaté, si tu frappes au corps, c'est tout. Hein. Enfin bref, c'est peut-être qu'aux États-Unis les règles sont différentes, je ne sais pas, mais j'ai déjà regardé du karaté, et normalement tu frappes au corps et c'est marre, hein. Tu frappes pas à la tête, hein. Tu frappes pas t'es pas censé avoir le droit de frapper à la tête. Ou alors je dis de la merde, s'il y a des experts en karaté, dites-le moi en commentaire, bien sûr. Toujours un moyen, le meilleur moyen d'avoir des commentaires en plus dans tes vidéos, c'est de dire de la merde. Donc de temps en temps, je dis que je place une erreur, comme ça les gens vont me corriger en commentaire, ça augmente le référencement. C'est un métier, hein, youtubeur. Ça s'apprend pas comme ça. Hein. Ah bah bien sûr. Un jour, je vais sortir un bouquin, une formation. Alors, comment augmenter son référencement? Et là, je viens de partir en digression totale. Je sais pas à combien de minutes de vidéo je suis. Mais c'est ça, Spatule Bro. C'est vas-y, on discute, on parle, on part en couille. Mais on s'amuse. Et puis c'est tout. Bref, les combats étaient plutôt stylés. Malgré tout, il y a eu quand même des moments un peu badass. Hein. Le moment où Miguel est censé se battre contre Hawk.
Bon, il y a des mecs qui ont partagé ça sur Twitter, mais en vrai, pour de vrai, alors c'est facile à dire après coup, mais pour de vrai, j'y ai pensé au moment où j'ai vu la scène, je fais putain, ça fait quand même un petit côté Krillin contre Goku au 23e tournoi, 22e, je sais plus, second tournoi d'arts martiaux avec Tenshinhan, où il faut, tu vas pas retenir tes coups, il fait, non, bien sûr, et puis après ils se font un check là, c'est exactement la même scène, il y a des mecs qui l'ont mis sur Twitter, donc si c'est une vraie référence, c'est stylé, sinon c'est un hasard incroyable, qui est très très stylé. La victoire inattendue de Hawk face à Robbie Keane, qui est incroyable aussi. Voilà, franchement, je pense que c'est mon personnage préféré qui a été assez absent finalement de cette saison, mais c'est mon personnage préféré. L'histoire est incroyable. On a le mec, il se fait bully tout le temps parce qu'il a une cicatrice, alors que franchement, en vrai, c'est débile. Parce qu'il avait vraiment un bec de lièvre encore, je comprendrais, mais là, il a juste une petite cicatrice. Aucune raison de se moquer de ça, mais bon, bref, c'est des cons. Et le gars il fait ah ouais bah depuis comme ça bah, je vais me mettre une grosse crête comme ça on verra plus ma cicatrice et puis à un moment il devient vénère et tout ça devient pas forcément un connard mais il se prend pour un espèce de mâle alpha tu vois et j'aime bien son évolution est sympa ça fait le mec qui est sorti de sa coquille qui a réussi à s'extirper de sa condition de victime en devenant fort en se réinventant ça c'est plutôt pas mal bon après on voit que finalement sa confiance en lui repose sur quelque chose de pas ça, parce que dès qu'on lui coupe son iroquoise, du coup, bah, il redevient faible, il redevient peureux. Bon, il retrouve sa confiance en lui, évidemment, à la fin. À la fin, quand il se bat torse nu, puis tu vois l'aile, il fait... il fait comme ça, puis t'as le cri du faucon, t'es là, oh putain, les bâtards, c'est facile. Mais ça marche, moi j'ai eu mes petits frissons, genre, oh les bâtards, alors que c'est deux gamins de 30 kilos qui sautent sur la gueule, c'est pas spécialement impressionnant, même si le combat est plutôt stylé, hein. Mais en vrai, voilà, on n'est pas du Vandame contre, comment il s'appelle qui tape dans les poutres, là. Comment ça s'appelle Tangpo, là, je sais pas quoi, là. Bref, j'ai beaucoup aimé cette saison de Cobra Kai. J'aime beaucoup la série Cobra Kai. Je pense que c'est une série que je me remettrai à l'occasion quand tout sera fini, que je me referai les anciennes saisons. Parce que franchement, c'est un plaisir à regarder. Cela dit, comme je le disais, j'espère qu'on n'est pas à la saison de trop et j'espère qu'ils réussiront à se réinventer dans la saison 5. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette saison 4 de Cobra Kai. Je te laisse le soin de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette saison, qu'est-ce que tu as pensé de cette review, et d'éventuellement me corriger quand j'ai dit de la merde, ça a dû arriver 2-3 fois, de t'abonner à la chaîne Spatule Bro, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Que la passion te guide. Ouais.